Bonjour Stéphane Résimond. Bonjour Cédric Lapo. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la rétention d'eau. On le sait, avec la saison, avec les chaleurs, on a beaucoup de personnes qui se plaignent de la rétention d'eau, d'avoir les jambes qui gonflent. Ouais. Quelles sont les causes et quels sont les moyens de ne pas avoir cette problématique? Alors, il faut toujours rester médical. Alors, la première chose à exclure, c'est que le patient ou la patiente souffre d'insuffisance cardiaque. Donc, ne jamais se passer d'un avis cardio si nécessaire. Il serait idiot d'essayer de traiter par des choses simples, fréquentes, un problème pathologique, une insuffisance cardiaque qui peut être mortelle pour le patient ou la patiente. Donc, si on a un doute, hésitez à demander un avis cardio. Maintenant, la première cause de rétention d'eau lorsqu'il fait chaud comme ceci, c'est le manque de potassium et principalement chez la femme. La deuxième cause, c'est le manque de T3 thyroïdienne, mais c'est pas spécialement quand il fait chaud. Et la troisième, c'est le manque de progestérone, de nouveau chez la femme. Alors, je vais développer tous ces points un à un. Concernant le potassium, on pense toujours au magnésium, hein, avec des crampes, des fasciculations musculaires, des arythmies cardiaques, des poussées d'hypertension, nervosité, réveil fréquent la nuit, etc., etc. Eh bien, on oublie très souvent que le potassium peut créer exactement les mêmes, donner exactement les mêmes symptômes lorsqu'il est insuffisant. Et il est bien connu que malheureusement, on mange trop de sel par rapport au potassium. Donc, le problème n'est pas tellement qu'on mange trop de sel, mais c'est qu'on mange pas assez de potassium. Et le manque de potassium peut, outre les symptômes de manque de magnésium, donner des problèmes de rétention d'eau, surtout au niveau des chevilles et surtout lorsqu'il fait chaud. Mais également, le manque de potassium peut donner des arythmies cardiaques qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Et si on fait des biologies, le potassium est très fiable au point de vue dosage, contrairement au magnésium. Hein. Le magnésium sanguin n'a aucune valeur diagnostique. Le magnésium érythrocytaire n'a quasi aucune valeur diagnostique, puisque le délai d'acheminement du sang au labo pour faire que le magnésium sort des globules rouges, on est à côté de la plaque, si on voit un taux de magnésium bas. C'est l'anamnèse, c'est l'interrogatoire qui peut faire prendre, qui peut nous amener à un diagnostic de manque de magnésium ou de potassium, ce sont les mêmes symptômes. Mais évidemment, si on a plus de problème de rétention d'eau, on pensera plus au potassium. Alors maintenant, quoi faire? Ben, il faut donner des potassium, évidemment. Je crois qu'un patient sur deux chez moi à qui je donne du magnésium, je donne également du potassium. On peut soit donner un potassium avec du magnésium, donc citrate, par exemple, Alcarécup, qui est excellent. Il ne faut pas hésiter à monter dans les doses. Moi, je monte parfois jusqu'à 2 matins, 2 soirs, 3 matins, 3 soirs, voire plus. On est limité par un effet secondaire qui est la diarrhée. Donc, si on donne de trop, on peut avoir un patient qui était constipé au départ, qui aura plutôt la diarrhée. Et également, si le magnésium est déjà bon, il n'y a pas de symptômes de magnésium, je donnerai du potassium citrate, sans magnésium, et je donnerai à ce moment-là une forme de potassium qui est le citrate et pas le bicarbonate. Le bicarbonate peut inhiber l'acide gastrique. On va se retrouver avec un patient qui ne sait plus digérer, qui a un manque de digestion au niveau de l'estomac parce qu'il n'y a plus d'acide qui est inhibé par le bicarbonate. Ça, c'est la première chose, donc le manque de potassium. Deuxième chose, c'est le manque de progestérone, principalement chez la femme. En effet, beaucoup de femmes ont en deuxième partie de cycle, ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, donc elles manquent de progestérone. Si les deux hormones, œstrogène et progestérone, chutent jusqu'à, c'est ça qui déclenche d'ailleurs l'arrivée des règles, eh bien, on peut considérer qu'une femme sur deux a une chute trop rapide de la progestérone rapport aux oestrogènes en deuxième partie de cycle. Il y a d'autres causes syndrome prémenstruel, évidemment, mais la cause la plus fréquente et de loin, c'est cette prédominance œstrogénique. Il faut savoir que les œstrogènes retiennent l'eau et la progestérone est diurétique. Les œstrogènes donnent de l'énergie, etc. La progestérone, elle fait qu'on est cool, relax, c'est le GABA. On ne va pas s'énerver ici, on va bien dormir. Eh bien, beaucoup de femmes, en effet, après l'ovulation, la semaine qui précède les règles, une rétention d'eau dans les seins, mal au sein, eh bien, c'est la première cause de cancer du sein, c'est de ne pas prendre en charge ce syndrome prémenstruel. Et malheureusement, beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes oublient que le cancer du sein, ça existe et qu'il faut absolument gérer les causes. Le deuxième symptôme qu'on peut avoir en fin de cycle, c'est la rétention d'eau tout court. La patiente prend 1, 2, 3, 4, 5 kilos d'eau rapidement. Donc, c'est pas qu'elle a pris du poids, c'est qu'elle a pris de l'eau tout simplement. Donc, ça manque de diurèse. Et également, dans les autres symptômes, c'est le manque de GABA. Ce sont des femmes qui vont devenir en fin de cycle insupportables, énervées, stressantes, stressées, dorment mal, voire un syndrome qu'on appelle dysphorique, qui est lié à un manque de sérotonine en fin de cycle, avec état dépressif, voire d'autres symptômes comme apparition d'acné, de problèmes digestifs en fin de cycle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner à ces femmes-là? Ben, le premier traitement pour moi, c'est la progestérone naturelle, qui est l'hormone anti-cancer du sein, anti-cancer, entre guillemets, de l'endomètre ou de l'ovaire. Mais on peut également aller vers la phyto.
Et là, on a des substances telles que le YAM, le gâtillier, l'alchimie, qui sont des plantes donc progestatives-like. Et d'ailleurs, on a développé au sein de la Société nutrilogique un concept qui est génial. Ça s'appelle le Progest Boost, dans lequel on a mis le YAM, le gâtillier et l'alchimie, et il marque du tonnerre. Maintenant, on a encore un doute quant à savoir si cette combinaison de phyto-progestatifs-like a vraiment un effet anti-cancer. Je n'ai pas trouvé jusqu'à présent de publication attestant, compte publication attestant l'effet de la progestion naturelle. Là, on en a. Mais au choix, on peut aller vers des hormones naturels ou la phyto. Alors, la troisième cause de rétention d'eau, c'est le manque de tétrothyroïdienne. Ce manque de tétrothyroïdienne ne touche que 80 à 90% de la population européenne. Donc, en gros, quand vous avez un patient en face de vous, dites-vous bien qu'il y a 8 à 9 chances sur 10 qu'il soit en hypothyroïdie. Et de nouveau, je ne vais pas prendre en compte cette maintenant, ce serait beaucoup trop long, mais ce n'est pas la prise de sang qui donne un diagnostic. Voilà, TSH n'a aucune valeur diagnostique. Le taux de T4 n'a aucune valeur diagnostique. Le taux de T3 a une certaine valeur diagnostique. Mais la valeur diagnostique pour l'hypothyroïdie, c'est l'anamnèse. C'est le fait de combiner 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 symptômes d'hypothyroïdie. Et la rétention d'eau en fait partie. Ce sont des patients ou patientes qui se lèvent le matin avec une rétention d'eau sous les yeux, ça s'appelle le myxodème facial, qui se lèvent le matin avec les doigts gonflés, ça peut être la bague, qui se ont pendant la nuit le nez bouché, puisqu'il y a une rétention d'eau dans les cordées, voire qui ont un syndrome de canal carpien, puisque l'eau se met autour des nerfs, les comprime pendant la nuit, et le patient a les doigts qui s'endorment ou qui picotent. Il y a d'autres symptômes également, c'est le ronflement, puisque l'eau se met dans le vol du palais, qui est très fort, voire dans la base de langue. Elles sont des patients ou des patientes qui font des apnées du sommeil par rétention d'eau à cause d'un manque d'hormones thyroïdiennes. Et malheureusement, traiter ces patients par CPAP, le masque respiratoire à vie, c'est une débilité. Il faut traiter toujours la cause des problèmes. Juste une question, Dis-moi. on a souvent des craintes au niveau du potassium. Ouais. Qu'en est-il si on monte trop haut dans le potassium? Alors, il est impossible de tuer quelqu'un ou de se suicider avec du potassium avalé. Par contre, potassium en intraveineux, par perfusion, à courte dose, ça donne des arrêts cardiaques. D'ailleurs, en euthanasie, on peut servir de cette méthode-là, qui n'est pas la plus élégante, évidemment. Et donc, il n'y a que le potassium en excès intraveineux qui peut provoquer un arrêt cardiaque, mais c'est jamais, jamais en comprimé avalé ou en gélule avalé. Eh ben, merci beaucoup, à la prochaine. Avec plaisir.